Hello, ladies and gentlemen. Hello, good morning. If you'd like to come forward and take your seats, and we are ready to start. Can I just say what an absolute pleasure it is to be with you this morning, and welcome to today, the joint discussions today on getting a just transition for workers in the energy industry. Today, of course, we are concentrating on gas, and it is an absolute pleasure to be with you today for what I know will be very thorough, very detailed, and very transparent discussions. It's great to see you all here. If you are at the back of the room, we've got some seats over here. Do come and make your way forward. You can bring your coffee, that's fine. Lovely, thank you very much. My name is Sasha Twining. I am your independent moderator for today. So my job is to ensure you get what you need out of today. You get what you need out of your precious time. We're going to talk about the whole of the just transition, and you will leave today with a clear idea of what needs to be done, when it needs to be done, and possibly more importantly, how it needs to be done as well. Now, today is a knowledge sharing day, and it's a day for open conversation and sharing best practice as well. So I am hoping that everyone will be sharing their case studies and their ideas and taking lots of information and thoughts and opinions away with them today. It is, of course, a crucial time for the planet. It is a crucial time also for the industry. But today is about that crucial time for workers who are facing not just the transition, but other pressures in their lives at the moment. And it is all those challenges that we are going to bring together today to discuss. Now, as I'm sure you are aware, today is being translated. Many thanks for the interpreters for that. You will find, if you haven't already, the list of channels for interpretation on the back of your programme, which is on your chair in front of you. And please keep your headphones with you throughout today. So the set of headphones you have, if you could keep those with you and just leave them with us when you leave. Thank you. So today is an opportunity to discuss in detail the recommendations of the report, a very thorough report on how to get a just transition. And we will go into specific areas of the report as we go through today. But what I thought would be nice to start us off is the ideas and the ideals behind the report. So to talk to us more about that, I'd like to welcome three people from the organisations who have jointly commissioned the report. So please welcome this morning James Watson, the Secretary-General of Eurogas, Judith Curtin-Darling, Deputy General Secretary of Industrial Europe, and Jan Willem Gudrian, General Secretary of EPSU. If you'd like to come and join us, thank you. So a great way, possibly, just before we hear the detail of the report, to sort of find out a little more about your thoughts behind it, what the important areas are that you feel and what you want to address today. James, would you like to start us off? I'd be very happy to. Thanks very much, Sasha, and thank you for the very good introduction. Good morning. It's very good to see you all here today. I'm indeed very happy that we are actually at this point. I've been in Eurogas for 4 years. Very early on in my time in Eurogas, I met Jan Willem and I met Jude and some of your colleagues, and we talked about the social dialogue in the gas sector, and it had been dormant for 7 years. And we agreed that we were standing at an absolute crossroads for this industry. There is an absolute need to address the climate change challenge, but there's also a great need to understand the needs of the workers in the gas sector. And so we talked and we agreed that we need to work together in the social dialogue and reinvigorate it and start afresh. And I'm very happy that we did so, because this report is the first fruit of that joint labour. We've worked together, and we've worked together very well. I think there is a very good common understanding between the employers and the employees' representatives, and we think we are sharing very similar common goals. I would hope that this report, which is very good, and I have had the pleasure of reading every word of it, and I would encourage you at the very least to read the executive summary if you haven't done so already. This is a great report that does explain that our sector has a future. There are many people, policymakers included, who feel that the gas sector is one that is slated basically for the rubbish dump. That isn't correct. We have opportunity.
It will require a lot of work, and we will need a lot of changes. And the report identifies the need for better working together, not just at the European level, but also at the local and regional level. And we will need social dialogues at all of those levels to make sure that we are able to bring forward a just transition in our sector and meet the potentials that we have to help also reduce the impacts of climate change on people and communities by providing good jobs. That is the good thing about the just transition possibilities in the gas sector. We can go forward with good jobs. And by good jobs, I also mean unionized jobs. I think that that is important. Again, I will say, we've looked in the report at possible pathways, biomethane, hydrogen. They will require new skills. They will require new training. Of that, there is no doubt. We will have to work together and build on the best practices that you can read about in the back of the report that are already being done in some countries and some companies, but we'll need a more comprehensive approach to that. I will also say, and I will stop very shortly because there are three of us to talk about the same thing, just to say that this is the first fruit of our joint labour, and one that I am actually very proud of and very happy that we've been able to do this together. But in Eurogas, we're also committed to go on and do more. We would like to explore the possibilities of having a European framework agreement to look at skills and training, so that at least at the European level there is a framework to understand what can be done for the employees to make sure that they are able to take part in the climate change transition as a just transition. I thank you again for inviting me to speak this morning. I thank again our partners for the good work, the good spirit that we've shown, and of course Syndex for doing the work and writing the report and putting up with us over the course of the last 2 years with all of our various requests and needs, but it has, in the end, borne very good fruit. Thank you. Looking forward to continuing this relationship. This is the beginning, very much not the end. Thank you. James, thank you very much. And making the point, actually, yes, it is about workers, but it's about communities as well. It is everybody that is involved. Judith. Yeah, so also good morning from our side and from Industrial Europe. I guess to avoid repeating what's already been said by James, which we can endorse, it's worth saying that when we started out in this project, it feels like we were in a very different world in some respects. A lot of things have changed over the course of this project. We have seen the energy price crisis rise in Europe, energy prices squeezing industry. Many of the industries that we represent in Industrial Europe now in very difficult situations in energy-intensive industries. We've seen those energy prices squeezing households and hitting individual consumers and citizens across Europe very hard, fueling this rise in inflation, creating a cost of living crisis, which is really damaging the social fabric of Europe. And the gas sector is in some ways in the eye of the storm in that context. And this predated the invasion of Ukraine by Russia. We already saw those prices rising at the end of 2021. We were flagging them up. But obviously that has been completely accelerated, intensified by the geopolitical context that we find ourselves in. And all of this has been the context in which we have been working together to try at the same time to see how, whilst we're dealing with short-term crises, we set forward a longer-term objective of how we see the transformation of the sector. And I think it's worth reminding at this point that for us in the trade union movement, just transition I say this in every meeting that I go to, so people are very bored of me, but we should remember that just transition is a trade union slogan that came out of the trade union movement. And for the trade union movement, for workers, it's not about just transition washing
if you like. It's not about just a CSR approach. It's about a deep policy framework which ensures the anticipation of change, which guarantees the creation of new jobs, the transformation of existing jobs, investment in skills and training, protection for those who are negatively impacted by the transition, not being too rosy-glowed and thinking that everybody will have the same job at the end of the transition as they have at the beginning of the transition, but ensuring that there are individual pathways for workers who are impacted by the transition. We have a lot of experience as a trade union movement of bad transitions. We know what they look like. We know the damage to individual workers that they cause. We know the damage that they cause to communities that are dependent on key industries. What we want to see is the anticipation of change to avoid that long-term social damage and to ensure that the transformation is as fair as possible. So we started this project with the Green Deal as our backdrop, but we're ending the project with a very different context. Renew Power EU, massive ambition in terms of hydrogen, biomethane, targets which mean really radical transformation of our energy sector. And yet when we look at those European policies, what we see on the social side is a flighting glance towards references that there need to be skills addressed. We saw in von der Leyen's speech last week in Davos, this new Green Deal industrial plan put on the table. 4 elements, lots of detail about the subsidies to industry, lots of detail about the new Net Zero Industry Act, detail on the trade impact. On skills, we were told this year will be the year of skills. This isn't enough. This transformation will not be fair unless it's properly managed, and that means a policy framework to manage it. And so this project for us lays the foundation on which we hope, we hope our relationship will remain as collegial as it is now, but we hope that the negotiations we're about to launch will deliver really historic deal at European level, which would be the first just transition agreement coming out of the social dialogue. So this is a final conference of the project, but in a way, it's the end of the beginning. And now we need to see how this work then transforms into real concrete rights, concrete measures for workers in the sector across Europe. Thank you. Judith, thank you. And I think excellent point, well made. This is not transition washing. I think that's a phrase that may come up later as well. But also, if you get it wrong, the damage, but generational damage as well. This is not something an industry can quickly recover from. This could well be generational. Yeah. Thank you. Good morning, everybody. Good to see you, and happy also to see many of the trade union colleagues of Industrial and ourselves. Also many what we regard as employers from the gas industry. James was referring to the start of our discussion, and to James' credit, or Eurogas credit, I must say it was relatively easy to convince James that it is important to commence this process, to be in the social dialogue, to look at what we do in our sector, but also in the workplace, that we need to, as you said, unionize jobs, that we need to look at collective bargaining issues together to move forward. So to your credit, to Eurogas credit, it was relatively easy to convince to start in this process based on the understanding that, yes, you can't make the changes without the workforce, without the workers being part of it. And I think that has been the basis of the work we have done. Now, Judith and James took a lot of words I wanted to say. It's not my style, not my habit to repeat things. I think the commitment to continue working together, also from EPSU, from Industrial, with Eurogas, to ensure that the workers in the industry have a solid framework to be part of the changes, be part of the just transition. Looking forward to the negotiations. You know, yesterday the European Commission published the communication on social dialogue. A lot of
European words about how important it is for employers and trade unions to work together, but also a recommendation on promoting social dialogue, especially at national level, so also a call for the employers and the trade unions at national level, at workplace level, to look at the changes which are necessary. We need realistic scenarios also for this change. Things will not happen tomorrow, although I think we know that with the developments Judith referred to, there has been an acceleration of also the developments in the gas industry, a better understanding of where we need to go to, the repower, but also the resilience and recovery fund are tools that can help in this transition. But we need to be realistic and look also in our companies, in the sector at national level, what are the paths to make the changes and what does it mean for us in the companies and what is required. And we hope the frame of an European agreement setting out rights, obligations for employers based on strong collective bargaining arrangement, also at national level in the companies, is a way forward to make it happen and ensure that workers are on board and in the end workers are part of the community, and that means our communities will be on board with the change. It is a daunting challenge for us, and the report, I think, indicates possibilities there are, gives a lot of recommendations, which we will hear about later, and which we can discuss in more detail to see what we take up from those recommendations, what makes sense for us to go forward. Because in the end, we know we have to strive towards a fossil fuel free future, but there is a role for the gas sector in that to come there, and also a future for what we call renewable gases, for want maybe of a better word, but there is a future, we think, in this for our sector, and we together can make it happen. Thank you. Thank you. Yeah, and thank you very much, and very much stressing their communities and just how important workers are. Thank you so much for giving us the overview of the thoughts, the feelings, and the direction behind the report. Thank you. Ladies and gentlemen, okay, the report. Hi. Let's get on to the actual detail of it, what it covers, the ideas and the ideals and the recommendations. So the jointly commissioned report was commissioned from Syndex, so from that organisation. Please welcome to go through the detail, Ana Isabel Martinez-Garcia. Anna, thank you, and I will leave you to go through the details. Okay. Yes. Thank you. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je vais parler en français, même si je suis espagnole. Oui, je suis ici pour vous présenter les principales conclusions de notre rapport. Bon, je suis ici en représentation des Syndex, mais les rapports, il a été fait par une équipe des personnes à Syndex. Il y a 7-8 personnes qui ont travaillé là-dessus en étroite coopération avec les membres du comité de pilotage et les représentants d'Eurogas, d'EPSU et d'Industriol, dont je voulais remercier particulièrement Brona, Sophie et Jacob pour tout le travail qu'ils ont fait avec nous et sans lesquels ce rapport n'aurait pas été possible non plus. Pour ce qui est du rapport, bon, les précédents intervenants, ils ont parlé un peu du contexte dans lequel il a été fait. On avait un cadre général, donc les projets, il a été lancé au moment où les changements climatiques étaient au cœur de toutes les discussions, de tous les débats, compte tenu de la montée progressive des préoccupations environnementales et de la prise de conscience du fait que la décarbonisation de la totalité de l'industrie, de la totalité de la société était un des grands challenges, un des grands défis de la société.
Et dans ce cadre-là, l'industrie du gaz est une industrie qui est particulièrement concernée par le processus de transition énergétique et qui à la fois va jouer un rôle majeur dans tous ces processus. Donc, on le verra pendant toutes ces journées. De quoi sera faite la transition, on ne le sait pas exactement. Et évidemment, cette transition énergétique, ses conséquences et ses impacts vont être très différents en fonction des pays, en fonction des secteurs d'activité et en fonction des secteurs industriels. En revanche, et c'était un des objectifs du projet, c'est ce qui est clair, c'est que même en tenant compte de ces différences, de cette diversité, il y aura un impact majeur en termes d'emploi et en termes de compétences des salariés, en termes de profils. Donc, on ne sait pas de quoi sera fait, mais on sait qu'effectivement, il y aura un grand impact tant d'un point de vue quantitatif, mais que surtout d'un point de vue qualitatif sur quels seront les emplois des futurs. Donc, et c'est pour ça que les partenaires sociaux, et notamment les mouvements syndicaux, mais pas que, ils ont commencé à aborder la notion de transition juste. Voilà. On sait qu'on doit mettre en place une transition, mais il ne faut pas laisser dehors les salariés. Il y a une définition qui a été donnée de la transition juste, qui est la définition qui a été donnée au niveau syndical. Et c'est aussi l'objectif qu'on a cherché de voir dans quelle mesure le secteur du gaz peut arriver à faire cette transition juste en termes d'emploi et de compétences. Donc ça, c'était le cadre du projet. Donc l'objectif du projet, il y avait un cahier des charges, hein, bien évidemment, comme dans tous les projets. Donc l'objectif de ce projet, c'était savoir d'une manière un peu plus précise quelle était la structure d'emploi dans les secteurs du gaz et tout au long de sa chaîne de valeur. Déterminer dans la mesure du possible quels sont les emplois actuels, mais aussi les emplois du futur. Et une fois qu'on a fait cette identification, faire en sorte d'anticiper sur les évolutions à venir, compte tenu des principes qui sont définis par la transition juste. Donc ça, c'est les objectifs des projets tels qu'avaient été définis. Il y avait une série de livrables dans les projets, comme dans tout projet, un rapport final qui sera bientôt disponible. Les membres du comité, ils vont le mettre à disposition. Donc ça, c'était la première chose. Une feuille de route qui va être définie. Et finalement, des recommandations communes des partenaires sociaux visant à comment faire, quelles sont les mesures à prendre pour éviter, pour garantir cette transition juste et pour minimiser le plus possible les impacts de la transition. Donc ça, c'était le périmètre du projet. Pour faire cela, les rapports, ils contiennent deux parties. Une partie un peu plus technique, dans lesquelles on a essayé d'analyser quels sont les défis auxquels fait face les secteurs du gaz dans les processus de la décarbonisation. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce que bon, il y a pas mal de sujets techniques là-dessus. Simplement, plusieurs idées clés. La première, vous le savez, c'est que les gaz, ils jouent un rôle majeur dans les mix énergétiques européens. Avant la guerre en Ukraine, parce qu'il y a eu le contexte de la guerre en Ukraine, quand on a commencé, comme disait Judith, on était dans un cadre, on est arrivé à un cadre tout à fait différent. On a commencé avec le Green Deal, on a fini avec Repower Europe, et au milieu, on a une guerre en Ukraine et une crise énergétique et qui est venue se greffer, donc venant ajoutant de l'incertitude à toute la situation du gaz. Donc avant la guerre en Ukraine, dont le gaz représentait, il était la deuxième source énergétique en Europe, il représentait environ un quart
de la consommation énergétique. Par contre, il y a une grande disparité en fonction des pays, avec 3 grands pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, qui fournissent presque la moitié de cet gaz, et avec des mix énergétiques très différents en fonction des pays. Et vous verrez dans les rapports, il y a une annexe dans laquelle il est indiqué quelle est la part du gaz dans les mix énergétiques de chacun des pays qui font partie de l'Union européenne. Donc, une grande variété de situations en matière du gaz. En revanche, une série de défis communs auxquels doivent faire face les gaz pour réduire les émissions. Aujourd'hui, malgré toutes les incertitudes, il y a les technologies qui sont déjà identifiées pour mettre en place la décarbonisation du secteur du gaz. Donc, il y en a 2 principalement, c'est les biogaz et c'est l'hydrogène. Bon, on a fait aussi un chapitre sur les CCUS, la capture et le stockage des CO2, puisque c'est un sujet qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau européen. Donc, et les 2 technologies majeures, biogaz, notamment le biométhane et l'hydrogène, sont au cœur de la nouvelle stratégie énergétique de l'Union européenne. Et si vous prenez le Repower EU, vous voyez qu'il y a une demande d'augmenter la proportion des biométhanes à horizon 2030, qu'il y a des attentes très fortes en matière d'hydrogène, et qu'il y a aussi la question des CCUS qui prend un peu plus de place. Donc ça, l'identification, elle est faite. Après, on ne peut pas se cacher le fait qu'il y a encore des défis à relever pour que ces technologies soient effectivement implémentées. Donc, on voit, si on prend les 2 principales, donc biométhane, donc on voit que le biométhane, il a un gros avantage. On peut les transporter, on peut les distribuer à travers des réseaux aujourd'hui existants. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, aujourd'hui, les coûts, il est encore élevé. Donc aujourd'hui, la proportion de biométhane, représente uniquement 1% de la demande totale du gaz en Europe, et il serait nécessaire d'augmenter les points d'injection dans les secteurs, dans la distribution. Sans parler des possibles conflits éthiques, notamment sur l'utilisation des terres, que l'arbitrage va être fait entre faire manger les gens ou produire du gaz. Donc ça, c'est des challenges qui concernent le biométhane, mais il y a la même chose par rapport à l'hydrogène, parce qu'aujourd'hui, c'est certes, l'hydrogène n'émet pas du CO2 pendant sa utilisation. En revanche, aujourd'hui, la très très grande majorité de l'hydrogène produit, c'est l'hydrogène gris, c'est-à-dire produit à partir du gaz. Donc, le gros enjeu, c'est le développement à la fois de l'hydrogène bleu et de l'hydrogène vert, surtout, qui est produit à travers de l'électrolyse de l'eau et qui, par conséquent, en utilisant des énergies renouvelables, serait neutre en carbone. Un deuxième élément par rapport à l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au biométhane, il est compliqué de distribuer, il est compliqué de transporter, et l'équation économique sur l'hydrogène, elle est loin d'être résolue. Donc, côté positif, on a identifié les manières de décarboniser les gaz, mais il y a des challenges importants qui restent encore à résoudre. Donc finalement, aujourd'hui, et sans compter la problématique actuelle de la crise énergétique ou de la guerre en Ukraine, on peut dire que l'industrie des gaz se situe à une croisée des chemins, parce que l'évolution de l'industrie va dépendre en grande partie de la mesure où les différentes technologies dont je viens de vous parler, ils vont être mises en place, ils vont avancer et ils vont réussir à s'imposer. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que ça va dépendre en grande mesure également de l'existence ou pas de l'appui des gouvernements.
On voit par ailleurs que Repower met en avant la volonté de l'Union européenne de développer, que ce soit le biométhane ou que ce soit l'hydrogène vert. Par contre, ce n'est pas encore très clair quel sera le rôle du gaz à horizon 2030. Mais on voit déjà une prise de conscience. Moi, j'essaie toujours d'être optimiste. La prise de conscience, elle existe, donc c'est quelque chose à mettre en avant. Donc ça, c'est pour les côtés techniques. Donc, le deuxième côté de cet rapport, c'est vraiment, compte tenu de la situation industrielle, compte tenu de la situation technologique, quels vont être les impacts sur l'emploi et comment mettre en place une transition juste pour les travailleurs. Plusieurs choses qu'on souhaitait partager avec vous. En premier lieu, un constat des difficultés de déterminer d'une manière précise quel est l'avenir du gaz en termes des emplois quantitatifs, mais également en termes des profils des nouveaux salariés et en termes de compétences. Une première raison qui explique ça, c'est le fait que de la même manière que le mix énergétique, il est très différent en fonction des pays, mais les poids spécifiques du gaz dans chacun des pays, il est très différent. Donc, faire quelque chose d'homogène n'a pas trop de sens. Deuxième élément, il y a très peu d'informations publiques sur les sujets. Et troisième élément, vous le savez, on est avec une actualité géopolitique qui change sans arrêt. Donc, du coup, donner des chiffres précis, c'est plutôt compliqué. Toutefois, on a mis en exergue dans le rapport un exemple qui a été fait en France. Donc, c'est les DEC. Ce sont des accords. C'est des études, vous verrez les détails dans le rapport, une étude prospective sur l'avenir des emplois du gaz en France à horizon 2030. Donc, un rapport qui permet de faire les liens entre les emplois existants aujourd'hui en France dans le secteur du gaz et quelles sont les évolutions futures à venir compte tenu des évolutions technologiques, des évolutions environnementales, des évolutions économiques. Il permet de déterminer comment ces impacts vont se transposer en termes quantitatifs en matière d'emploi. Et surtout, il permet d'identifier quelles sont les tendances futures en matière d'emploi, en matière des jobs et en matière des compétences. Donc, c'est un bon exemple de quelque chose qui est fait, qui peut être discuté ou pas, mais en tout cas, il y a une méthodologie qui permet d'identifier quelles sont les évolutions futures à venir du secteur du gaz. Après, on ne va pas vous dire que c'est ce qui a été fait en France et est directement transposable dans les autres pays. Mais c'est un bon exemple qui peut servir d'inspiration et on l'a analysé en tant que bonne pratique. Parce que justement, un des objectifs de notre rapport, c'était de chercher d'éviter d'inventer l'eau chaude. Il y a énormément de bonnes pratiques qui existent dans le monde en matière de comment mettre en place une transition juste, comment aborder les défis. Voilà, donc il y a les pays qui font ça, il y a différentes institutions européennes ou internationales qui font ça, il y a des entreprises qui commencent à travailler là-dessus. Donc il y a énormément de bonnes pratiques et déjà on a considéré que faire un recueil de bonnes pratiques, c'était quelque chose d'intéressant. Et il y a un des principaux enseignements de ce recueil de bonnes pratiques, et c'est aussi un des objectifs du projet, c'est qu'on a pu mesurer à quel point le dialogue social étant des conditions sine qua non pour mettre en place une transition juste. Donc ça, c'était un premier élément important. Le deuxième élément, c'est on a essayé de donner une méthodologie qui place le dialogue social au cœur du processus pour essayer de déterminer comment le mettre en place. Donc, on a proposé
on vous propose dans le rapport une méthodologie d'analyse qui se décline en 5 points. Donc, un premier point qui part d'une cartographie qui doit être mise en place avec l'accord des partenaires sociaux. C'est les partenaires sociaux qui vont définir quel est ce périmètre d'intervention. Une deuxième étape, ça serait la définition, faire une cartographie de quels sont les emplois et quelles sont les compétences nécessaires dans ces emplois aujourd'hui à niveau européen dans chacun des pays. Un troisième élément, c'est ce qu'on a essayé de commencer à faire, c'est établir les différents scénarios sur l'évolution du secteur compte tenu des prévisions technologiques et compte tenu de la réalité de chaque pays, parce que c'est ce que j'ai dit ici au début, la réalité dans chaque pays elle est complètement différente, donc on ne peut pas calquer simplement ce qui s'est fait dans un pays dans un autre. Un quatrième point, ça serait d'identifier quels sont les emplois futurs, et finalement, une fois qu'on a les emplois actuels et qu'on a les emplois futurs, déterminer quelles peuvent être les passerelles existantes entre les deux pour mettre en place les mécanismes de formation, d'accompagnement, d'upskilling, reskilling, recyclage, tout ce qui est nécessaire pour faire matcher les anciens et les nouveaux emplois sans laisser personne dehors. Donc ça, c'est une méthodologie qu'on a proposée dans l'étude. Et finalement, une fois qu'on a fait ça, tout le travail nous a conduit à l'élaboration d'un certain nombre de recommandations qui sans doute feront l'objet d'un débat aujourd'hui avec la totalité de vous, les participants à ce séminaire. Donc, c'est une série de recommandations qui ont 3 points en commun. C'est qu'elles sont toutes les résultats d'un travail en commun entre les experts Sandex et les partenaires sociaux, Eurogas, Industriol et Exu. C'est des recommandations qui suivent tous un peu la même logique, c'est-à-dire une cartographie, une identification des scénarios et ce qu'on met en place pour que ces scénarios puissent se réaliser, et finalement qui pourraient être implémentés partout avec des ajustements nécessaires dans tous les pays, dans toutes les compagnies, dans toutes les sociétés. Donc voilà, ça c'est les 3 points communs. Et les recommandations, ils portent sur plusieurs choses. On a fait une liste non exhaustive. Donc ça serait la méthodologie dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur laquelle je ne vais pas revenir. La question de la formation. La question du dialogue social comme élément clé pour assurer la transition juste. La question de l'attractivité du secteur. Et finalement, la question de quels sont les liens qui peuvent exister entre les secteurs des gaz et les autres secteurs d'activité. Donc ça, c'est une liste non exhaustive. Et finalement, si je résume, en laissant de côté la question de la méthodologie, parce que j'allais y aborder, c'est ce qu'on retient, et c'est le sujet sur lequel on aimerait avoir votre avis, c'est ces 4 grands points. Le premier point, c'est la question de la formation, parce que c'est la formation qui va ser un facteur majeur pour la transformation des emplois. Là, on va parler des formations professionnelles, on va parler de quels sont les schémas qui vont permettre de faire les liens entre les emplois actuels et les emplois futurs. On a pensé par exemple à dans quelle mesure les qualifications qui sont nécessaires dans un secteur peuvent être réutilisées dans un autre secteur. Il peut y avoir des systèmes de homologation entre les différents secteurs d'activité. Une autre question sur la formation, c'est le renforcement des rapports qui existent entre les publics et les privés. On verra tout à l'heure dans une deuxième table ronde des bons exemples qui existent sur les sujets, comment les entreprises elles commencent à travailler avec des centres de formation, avec des universités pour pouvoir avoir accès aux profils et aux compétences dont ils ont besoin. Et finalement, quelque chose qui nous a paru important, parce que vous verrez à la fin du rapport, il y a un peu une cartographie de l'emploi dans les différents pays de l'Union européenne, et quelque chose qu'on a pu mettre en exergue, c'est le fait que dans le secteur des gaz, finalement, il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi beaucoup de petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. Entreprises pour lesquelles l'accès à la formation il est parfois plus compliqué.
ils ont plus de difficultés à trouver les billets pour avoir accès. Donc, on a pensé que faire des actions spécifiques à destination des petites et très petites et moyennes entreprises, ça serait quelque chose d'important. Donc, une première globale recommandation qui porte sur le sujet de la formation. Une deuxième question qui porte sur comment améliorer l'attractivité du secteur. Parce que quelque chose qui est ressorti, et que notamment c'est ressorti du séminaire intermédiaire qu'on avait fait au mois d'avril, ici déjà à Bruxelles, est le fait que le secteur du gaz, il manque un peu d'attractivité, il n'est pas très sexy, vous me pardonnerez l'expression, parce que finalement, on parle des secteurs fossiles, on parle d'énergie fossile, et aujourd'hui, voilà, l'énergie fossile, c'est les démons, il ne faut absolument pas parler, donc les gens, ils ne sont pas trop envie d'aller vers un secteur qui n'est pas décarboné. Voilà, donc il y a un problème d'attractivité du secteur. Il y a peut-être aussi une méconnaissance des professions et des métiers qui existent dans les secteurs. Donc il y a toute une série d'actions qui sans doute devraient être faites pour améliorer l'attractivité du secteur. Troisième élément important en matière de recommandations, c'est les connexions avec des autres secteurs. Vous en aviez parlé lors de la réunion du mois d'avril, des similitudes qui existent également avec le secteur électrique. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a des similitudes entre différents secteurs d'activité. Donc l'idée, ça serait de créer passerelle en termes d'emploi. Voilà, pourquoi pas quelqu'un qui a une compétence, il ne peut pas venir chez vous. Donc c'est cette question de travailler avec d'autres secteurs, puisque finalement, on est tous dans les mêmes paniers. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant. Et finalement, l'élément clé comme recommandation, c'est le renforcement des dialogues sociaux. Du dialogue social de deux points de vue, mettre en place un dialogue social de qualité, comme celui qu'on a eu tout au long de ces projets, où on a vu une très bonne interaction entre Eurogaz, EPSU et Industriol. Donc mettre en place un dialogue de qualité à tous les niveaux, niveau européen, niveau national, niveau d'entreprise. Et deuxième élément, mettre en place des négociations collectives fortes pour arriver à des accords collectifs qui soient forts. Donc finalement, si je peux conclure, pour nous, un des clés, c'est ce qu'on met en titre, c'est que finalement, c'est le dialogue social qui va être au cœur de la continuité de ces projets et des différents pas qui vont devoir être mis en place pour assurer une transition juste du secteur du gaz dans le cadre de la transition énergétique et la décarbonisation. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai tenu les timings. Et si vous avez des questions, mes collègues Bénédicte et Fabien et moi-même, nous sommes à votre écoute. Merci. Thank you. Anna, thank you so much. Thank you. So we have microphones in the room. If you would like to raise your hand, I can get a microphone to you if there are any questions for Anna over the report or indeed what you have just heard. Anyone down in here that wants to start us off? If not, Anna, listening to you, I was struck by how much needs to be done. Yeah. And how different it will be for different regions. And even for companies who are operating across different regions, they are going to have to do different strategies in different areas. So much to do, and yet the pressure is on to transition because of the climate before even the Russian invasion of Ukraine, which has speeded everything up. So my question is there a danger that, yes, this is wonderful, this is fantastic, but businesses will say, I'm sorry, there is just no time for proper social dialogue? There's no choice. There's no choice. That has to be done. That has to be done. As you said, there is social pressure. Yeah. We have no time. So I think that everyone, I think that there is an awareness today that didn't exist 5-10 years ago. I think that today everyone is convinced that something must be done. And I think that social partners have understood that. So yes, it's difficult, but it has to be done. So let's start working
That's all. One of the other points you raised, and I'd like to get your opinion on this. I have read a lot of the report. There are so many recommendations. Let's just go through a couple of them, if I may. Cross-sector certification. Interesting. Who in the room thinks, yes, absolutely, that should be done tomorrow, no problems at all, that's an easy one to solve? Okay. Who thinks cross-sector certification will have quite a lot of challenges with it? Okay, just one person. Is everyone else happy with cross-sector certification? I saw a gentleman there was smiling next to the lady who put her hand up. Can I get a microphone here for me? With a microphone. Lady in, I think it's a green top. Yeah, Rona. I'm colourblind, I have to say, so I think it's green. So you think fraught with difficulties. Tell us why. Thanks, Sasha. Yeah, it's Bruno O'Hagan from Eurogas. I wouldn't say fraught with difficulties, but from having worked on this project the last few years, we do see the challenges in terms of information gathering and how we categorise, for example, the kinds of work or the skills that are involved with those. And when it comes to sharing that information across sectors, and of course there's a commercial aspect there as well in terms of innovation, I think we have to be really careful that we never present these things as insurmountable tasks, because they absolutely have to be done. But at the same time, we have to go in with a realistic head and see that it is going to be challenging and that we probably need new ways of working and thinking around it. Who else, Brona, thank you, and a lot more I know from you later in the afternoon. Who else feels that commercial aspect will really play into this? The commercial side of things? No, you're all thinking we can go ahead. You seem to have a lot of people being quite positive in the room that this can all be done. Right. Yeah. This gentleman down there going, yeah, we have to. Tell me about the challenges that you see in cross-sector certification and what Brona said about the commercial challenges. Si tu veux répondre. Non, mais c'est vrai, les défis, ils existent, on ne dit pas le contraire. En revanche, et encore une fois, si on met en place un bon dialogue social, les partenaires sociaux sont les plus à même de pouvoir identifier où ça c'est faisable, où c'est pas faisable. Donc, les partenaires sociaux détiennent beaucoup d'informations qui pourraient permettre de mettre en place ces certificats. Et Bénédicte, tu veux compléter? Non, vas-y. Let's bring a microphone down to That's my colleague the from front. Standex. Oui, bonjour. Peut-être un petit point en complément, c'est aussi la concurrence entre les différentes énergies et peut-être la nécessité d'avoir une approche globale qui, du coup, soit transsectorielle, faciliterait très clairement les partenariats et les parcours intersectoriels. Voilà. How tricky do you see that as happening? How difficult that approach? Je vais répondre en français. C'est extrêmement difficile parce qu'on parle là du secteur gazier qui est effectivement à l'aube d'une transition importante. On n'a pas évoqué le secteur du charbon qui est aussi là en face d'une transition qui est absolument majeure pour des raisons sensiblement identiques. L'électricité fait face aussi à des défis qui sont absolument majeurs. Et je pense que chacun, les dirigeants et aussi les partenaires sociaux de l'ensemble de ces secteurs-là, pris au sens très très large, se questionnent sur comment je fais, moi, pour faire face à tous les challenges auxquels je dois répondre et qui embarquent donc tous les travailleurs que je représente. Et c'est déjà compliqué, je pense, de bien identifier le secteur, le scope dans lequel chacun se situe. Je pense que, vous ne me démentirez pas là-dessus. S'il s'agit d'aller vers un travail entre les représentants, donc
les électriciens, la fédération les employeurs et les syndicalistes du secteur de l'électricité, ceux du charbon et ceux du gaz, il faudrait presque qu'ils puissent travailler ensemble. Comment c'est possible dans un contexte où les pays gardent c'est très compliqué. Les pays ont la main sur leur mix énergétique nationaux. L'Europe coordonne. C'est vraiment un challenge. And that's where another challenge comes into it as well. There is a question. Sorry, where the hand Yeah. was. Lovely, thank you. If we can get a microphone to... well spotted, thank you. Sorry, I missed you. Any other questions over here? Just... Oui, bonjour, je peux le dire en français, je pense, Anne Laszlo, CFE Énergie. D'accord, sur tout ce que vous dites, vraiment très intéressant. Je voudrais juste dire que nous faisons face à, collectivement, employeurs et syndicats, donc tous les partenaires sociaux, un énorme défi. C'est les politiques. Parce que nous avons en France en ce moment tout particulièrement l'expérience du pouvoir politique qui prend des totems. On a eu fermeture d'une centrale nucléaire, donc énergie décarbonée, qui devait être fermée, je parle de Fessenheim bien sûr, pour faire plaisir à des accords politiques. Maintenant, on a les retraites. À chaque fois, les gouvernements prennent un autre totem, juste pour se faire réélire quelques années après, avec une échelle de temps de courte durée, alors que nous parlons de moyen et long terme. Et je crois que là, nous faisons vraiment face collectivement, employeurs, syndicats, à un énorme challenge, c'est-à-dire que les politiques doivent prendre des décisions qui ont du sens et pas seulement pour les prochaines élections. I don't know how much was translated for everyone, but the phrase politicians should make decisions that make sense, I think everybody can agree with. You're talking there about ensuring that decisions are made not for the voting cycle, the election cycle, but for the long term. Yeah. So it is that long-term vision. And we heard from Industrial earlier that this could be a generational issue if things are not done right. We have a question down here at the front. May I go to this lady first, just because she already... Thank you, Sarah, and I'll come to you next. Thank you. Bonjour à toutes et tous, donc Magali Viau pour FNME CGT. Moi, je pense que la difficulté, il y a plusieurs paramètres sur la difficulté de lier les secteurs, les différents secteurs entre eux. Alors peut-être que l'une d'elles serait le manque justement de clairvoyance sur l'avenir du gaz d'une manière globale. Donc ce qui freine un petit peu les différents partenaires, enfin notamment les entreprises, à investir dans des technologies, dans la recherche et développement, enfin voilà, pour se lancer, de se dire je prends cette voie-là, et à côté de ça, eh bien je construis les compétences et j'emmène un certain nombre de travailleurs sur ces questions-là. Ça me semble quand même important. Je pense qu'il y a aussi une timidité parce que les taux de rentabilité de ces technologies-là sont peut-être trop regardés dans un premier temps parce que ça coûte cher et ça ne rapporte pas. Donc forcément, ça n'aide pas à s'investir. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait malgré tout qu'on puisse... dans un premier temps, essayer d'envisager un avenir pour l'énergie du gaz avant de regarder combien ça rapporte. Looking at the future first before looking at how to deal with it. Would you agree with that, Anna? Yeah, that was one of the problems I mentioned at the beginning. We lack visibility before
hand, we lacked already visibility, and since the energy crisis and the guerre in Ukraine, we lack really visibility. Effectively, that's a friend. I agree with her, and there is also all the issue about the different paths to decarbonization. The economic issues is important, especially for hydrogen. So yes, there is a problem of visibility. I agree, Andrew. That's a great challenge. Problem of visibility, and one of the first things I wrote down from your presentation, there is such the element of the unknown, both within how it's going, but also within the whole value chain and the different industries and different sectors that will be contributing or not. Yeah. To that value chain. I wonder whether your point also ties into your point as well about the attractiveness of the sector. You suggested maybe more knowledge and more education about the sector. It is, if I can say, rather chicken and egg. Which one comes first? The knowledge or the future. Would anyone in the room agree that more education about the sector is needed for more knowledge? If you could raise your hands for me if you feel that yes, more knowledge, more education about the possibilities. Okay, I can see quite a few nods and hand raises. Okay, absolutely. If I can now come to that gentleman there with the question, thank you, and we have another question at the back. Thank you. Mersi. Numele meu este Clevan Daniel. Reprezint în această onorabilă adunare Federația Sindicatelor Gaz România. Întâi vreau să vă felicit pentru calitatea materialului prezentat, dar trebuie să mai avem în vedere ceva. Faptul că nu știm dacă specialiștii de la Sindex au revelat sau au pus în valoare modul cum se vor derula lucrurile, pentru că trăim într-o lume nebună în care transformările vor fi din ce în ce mai mari. Ați spus foarte mult și ați pus accentul pe dialogul social. Aș vrea să știu dacă aveți în vedere să facem și un diagnostic al calității legislației europene la acest moment. Pentru că, din experiență proprie, fiind membru într-un comitet european de întreprindere, nu toți operatorii din energie vor să fie, parteneri în această transformare prin care trecem, această transformare energetică. De aceea cred că, și aș vrea să o întreb și pe Ana, dacă crede că acest raport trebuie însoțit neapărat și de un diagnostic vis-a-vis de cum răspunde legislația europeană la provocările actuale de azi și de mâine. Mulțumesc! Thank you very much. Anna? It's rather putting you on the spot. Thank you for your question. Oui, non, mais je comprends. Donc, j'ai pas compris trop la première question sur est-ce qu'on a tout présenté. Il y a eu un problème de... La première question, je ne l'ai pas compris. Voilà, donc je vais répondre à la deuxième question. Est-ce qu'il faudrait que ça soit accompagné d'un diagnostic sur la législation européenne en matière de dialogue social? C'est une bonne idée pour un prochain projet, hein, parce que c'est vrai que théoriquement, là, si on parle de dialogue social, on est dans un cadre où, en matière d'information, consultation, comité d'entreprise, il y a un cadre unique en Europe, hein, c'est la directive 2014 qui établit les mêmes droits d'information et consultation partout, en tout cas sur les papiers. Voilà, donc effectivement, après, ça serait sans doute une bonne chose, voir dans quelle mesure tout ce qui est mis sur les papiers et qui est très bien, et effectivement mise en place ou implémentée. Parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde. C'est vrai que moi, je peux être en train, au Sandex, on peut être en train de vous dire il faut mettre en place des dialogues sociaux, il faut mettre en place des commissions, des discussions, il faut renforcer les dialogues sociaux, il faut faire des conventions collectives. Si vous ne savez pas les moyens, vous, de les faire, ou aussi en face, d'un côté ou de l'autre, je ne préjuge pas, il n'y a pas une volonté, notre rapport, il sera très beau, mais il servira à rien.
Donc, et pour négocier, effectivement, il en faut deux. Sinon, ça s'appelle pas du dialogue social, ça s'appelle du monologue social. Voilà. Donc après, effectivement, c'est peut-être pas tant un diagnostic sur l'état de la législation européenne en matière de dialogue social ou d'information-consultation, parce que ça, je peux vous le faire. C'est partout pareil, il n'y a pas de problème. C'est plutôt de la pratique. Est-ce que dans la pratique, tout se passe bien? Et si ça se passe bien, quels sont les freins qui vont faire que le dialogue social se passe pas bien. Moi, j'ai en tête une des réformes qu'il y a eu en Roumanie, avec la réforme qu'il y a eu il y a quelques années sur la notion de représentativité pour que les syndicats puissent être présents dans l'entreprise. Ça limitait en très grande mesure les pouvoirs des syndicats. Donc, il faudrait voir dans quelle mesure la réalité constitue un frein ou pas à toutes ces bonnes intentions. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et après, la première question, je suis désolée, je ne l'ai pas compris. Je ne sais pas si Bénédicte ou Fabien, vous l'avez pas compris. I think they're happy. They're also happy. Thank you very much for your question. I have to say that brings us on to a theme which I'm going to make sure we talk a lot about as we go through the day, and that is how to monitor this, the accountability, I feel, and to quantify, because how on earth do you quantify social dialogue? How you can't. So how do you ensure that, as you say, great recommendations in the report, how do you ensure it doesn't become a doorstop, but is actually used, but then you quantify the recommendations and how well they have worked and ensure that social dialogue is in place. We will talk more about that as we go through the day. I just have time for one final question before coffee break. It's the gentleman in the blue shirt at the back. There we go. Thank you. Oui, merci. José Bello, FCFDT. Moi, je crois que le point central, il reste quand même, finalement, il faut que l'Europe prenne le sujet de l'énergie. Parce qu'on voit bien qu'on est à l'issue des directives de 99, et chaque pays avait laissé aller d'ailleurs. Finalement, l'énergie, c'est bien, ça avance gentiment avec chaque réalité. Et aujourd'hui, on est confronté effectivement avec la guerre en Ukraine, notamment, mais pas que, une volatilité des prix qui a rendu le système complètement fou, et aussi des oppositions finalement entre pays. Parce qu'on voit bien, on a des exemples très concrets sur la péninsule ibérique. Il y a un pipeline, le MidCat, il a fait 20 ans, personne n'en voulait. Et là, on est en train de se réveiller, de se dire finalement l'Espagne, il y a 7 terminaux méthaniers par exemple, il faudrait peut-être acheminer le gaz. Et là, on va faire, donc, on vient de se réveiller 20 ans après, de se dire on va peut-être faire un nouveau pipeline qui va s'appeler H2Med. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai que c'est les politiques européennes, elles doivent définir, c'est le point de départ, une stratégie de l'énergie. Parce qu'on n'en a pas aujourd'hui, et pas du tout. Alors la France campe sur ses positions extrêmement pro-nucléaires, d'ailleurs en montant en gens, parce que le nucléaire, on prend toujours, c'est une énergie décarbonée propre. Non, il faudrait prendre l'ensemble de la chaîne. Et on voit bien qu'on oppose les énergies systématiquement. Et les réalités des collègues roumains, qui est un pays producteur de gaz, elles doivent être observées différemment de celles des Ibériques, de celles des Nordiques, et de celles de la France et de la Belgique qui ont une puissance nucléaire installée. Mais voilà, je pense que ça, le point de départ, il faut vraiment que l'Europe devienne un point central, sans pour autant la difficulté reprendre la subsidiarité des États. Mais si on n'a pas ça, on va être dans des oppositions permanentes et avec une volatilité des prix. On voit bien ce qui se passe. Les gouvernements lèvent la main et bloquent les tarifs du gaz. Ça a été le cas chez les Ibériques. D'autres prennent des boucliers tarifaires et on n'avance pas. Donc je pense que le point central, c'est celui-là. C'est une stratégie claire de l'Europe sur le sujet. It is, again, playing into what you've said on the uncertainty as well. And that is, again, being echoed with other points and questions as well. And again, is coming back to the chicken and egg, absolutely. isn't it? It is what comes first. Anna, thank you very much for taking us a very brief overview of what is a very detailed and thorough report. Thank you for taking us over that and to answering questions. Are you here and your team is here now for the rest of the day? Yeah, of course. Yeah, fantastic. Of course. And you're very happy to engage in conversations over coffee? Fantastic. So would you just like to raise your hand so everyone in the room also knows? Fantastic. There we go. We've got other members of the Syndex team as well. Ladies and gentlemen, we're going to take a quick coffee break.
I know there's a lot to think about, a lot's already been discussed. When we start again, we are going to look at best practices, the tools and methodology, and the recommendations as well. We also have the keynote as well from the MEP Jens Geier as well. So, ladies and gentlemen, coffee is ready for you. If I could have you back in your seats, please, at 11:20, so 15 minutes from now, that would be wonderful. Thank you very much. Thank you. Thank you.